La psychanalyse est quelque chose dont l'existence commence à être connue par beaucoup de monde. L'expérience analytique, ce n'est certes pas moi qui l'ai inventée. C'est quelque chose qui s'est constitué selon ses voies. Ces voies n'ont peut-être pas toujours été les plus conformes à aller droit à leur but. Néanmoins, il y a quelque sorte de formes dans lesquelles elle s'est instituée, et ces formes, quoique très évidemment d'artifice, ce qui est commun à toute espèce d'expérience, n'est-ce pas, ont permis une certaine élucidation concernant quelque chose dont il ne suffit pas de dire, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de troubles, qu'il s'agisse de malaise, quelque chose qui soit hautement significatif. C'est évidemment ce qui résulte de l'expérience analytique elle-même. À cet endroit, le fait qu'un public de plus en plus nombreux soit averti de la possibilité d'une telle expérience est quelque chose qui est la base à partir de laquelle je trouve avoir quelque chose à dire. Jacques Lacan a mené un itinéraire indépendant et original. Au départ, il est psychiatre, mais sa thèse, publiée en 1932, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, débouche sur la psychanalyse. Le délire révèle aussi l'inconscient, comme la névrose. Très rapidement, il enseigne chez lui et parle à ceux qui veulent l'écouter. Ils viennent de plus en plus nombreux. Son analyse de la paranoïa enchante les surréalistes, Dali s'enthousiasme, les psychiatres et psychanalystes aussi. Bientôt, le salon devient trop exigu pour accueillir ceux que cette parole, bouleversant les concepts ronronnants, fascine. Je me trouve avoir insisté sur ce qui est évident, non seulement à la première inspection, mais à la seconde et à toutes les inspections possibles jusqu'à la dernière. C'est que l'analyse est une pratique de langage. La découverte de l'inconscient par Freud, il suffit d'ouvrir un de ses 3 premiers livres, les livres fondamentaux concernant justement la découverte de l'inconscient. Il n'y a pas d'autre appréhension de l'inconscient dans Freud qu'une appréhension langagière. C'est d'ailleurs en quoi l'expérience analytique le confirme, c'est que rien n'y passe que par la parole, celle de celui que j'appelle l'analysant ou celle de l'analyste. Il serait quand même extravagant que par rapport à ce fait pratique, on cherche un alibi dans je ne sais quelle construction accessoire. Comment définissez-vous l'inconscient? J'ai défini l'inconscient, c'est devenu un petit bateau. J'ai défini l'inconscient comme étant structuré comme un langage. C'est évidemment pas ici que je m'en vais me mettre à en faire le commentaire. Il est certain que c'est à partir de là que commencent les questions. Enfin, comment le fait que ces sortes d'êtres qui ce langage l'habitent, comment est-ce que ça se fait que ce serait à m'en croire, n'est-ce pas,
par le véhicule du langage qu'il se trouverait dans tout ce que découvre l'analyse à l'intérieur de ce fait. Comment se fait-il que lui sont transmises des conditions aussi dramatiques, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, que le fait qu'il soit tellement dans la dépendance de tout ce qu'il a attendu dans le monde, et tout spécialement au niveau bien sûr, qui est celui dont il a reçu transmission de ce langage qui est celui qui lui a parlé sa mère. Comment, à travers ça, quelque chose d'aussi prégnant, je veux dire, dominant, n'est-ce pas, que le désir, dont il est en somme le résultat, la conséquence, comment sa destinée entière peut-elle être marquée par cela? C'est évidemment là que commence l'exploration, mais le mode d'alibi, plus ou moins prétentieux, désigné sous le terme d'affect, alors que à quelle occasion jamais pu se produire les 10 affects, si ce n'est à l'occasion de déclarations plus ou moins opportunes. C'est là que commence l'expérience analytique, mais ne pas lui donner comme prémisse que c'est bien au niveau du langage. Quel problème? Il me paraissait d'autant plus difficile de l'éviter qu'il ne s'agit pas là du tout d'une question théorique, mais d'une question qui emporte tout l'efficace de la pratique analytique. L'hôpital Sainte-Anne à Paris. La folie s'y trouvait enfermée. Le docteur Lacan s'intéresse à son discours. L'aliéné nous conduit là où on commence à prendre les choses au sérieux. Dès 1953, dans la Chapelle, Jacques Lacan donne un séminaire hebdomadaire. Ensuite, après Benjamin Hall, c'est dans le pavillon Maignan. Lors de chaque séance, il présente des malades à son auditoire et fait entendre le discours du délire et de son signifiant. Il ne s'agit pas de diriger le patient, mais de laisser parler en lui le désir, quel qu'il soit. C'est le retour à Freud. Déjà, la rumeur circule au sujet de cette parole qui fait effraction, qui bouleverse le rapport entre soignant et soigné. 10 ans plus tard, le docteur Lacan est chassé de Sainte-Anne. Quel est le rôle de l'analyste? Est-ce, comme vous l'avez dit hier soir, ce rôle de « je ne te le fais pas dire » ? Oui, je me suis en effet, hier soir, armé, pour en faire un exemple, pour rendre sensible une dimension qui est celle que j'exprimais en spécifiant que j'ai dit structuré comme un langage, c'est-à-dire une langue particulière. Nous ne connaissons que ça. Je voulais bien marquer la différence, l'accent, l'accent précis que cela comporte. Qu'après tout, on ne peut qu'en habiter une ou plusieurs, mais on ne peut qu'habiter certaines de ces langues. Alors, ce que vous me demandez maintenant, si je comprends bien, c'est quel est le rôle de l'analyste, m'avez-vous dit? Reprécisez bien ce que vous vouliez dire par là. Le rôle de l'analyste... Dans la relation analytique, eh bien, est-ce que c'est de faire dire ou de ne pas faire dire? Oui, c'est ça, c'est le fameux « je ne te le fais pas dire ». Je l'avançais comme exemple
de ce qui, justement, spécifie un langage. On ne peut pas jouer sur l'ambiguïté que comporte l'expression « je ne te le fais pas dire », qui veut dire, qui peut vouloir dire deux choses tout à fait différentes en français. Tu l'as dit, et je me mets hors du jeu, c'est pas moi qui te l'ai fait dire par quiconque. C'était un exemple destiné à montrer la spécificité d'une langue entre les autres. Et c'était pour montrer que l'intervention, souligner que l'intervention analytique est très typiquement ce qui fera toujours usage de cet équivoque. Rue de Lille, numéro 5. Au fond de la cour, escalier de droite, premier étage, le cabinet du docteur Lacan. Combien de personnes, célèbres et inconnues, y sont entrées chaque semaine pour y être analysées? Nul ne le sait. Sur l'analyse elle-même, des bruits divers et critiques ont circulé. L'horaire flottant, la séance souvent minimale, le paiement important. Mais au dire de ceux qui l'ont vécu, cette analyse fut toujours unique. Dans l'expérience analytique, il y a le transfert. Comment, en tant qu'analyste, vivez-vous cela? En tant que quoi? En tant qu'analyste. Oui. En tant qu'analyste, j'en ai l'expérience. Elle est toujours, même, j'ai pu le constater pour les analystes les plus chargés, justement, d'expérience. À chaque fois, une surprise nouvelle, et je ne peux même pas ici témoigner de ceux qui m'en ont fait l'aveu. Et je ne vois pas pourquoi je les mettrais en avant quand moi-même, c'est ce que j'ajouterais à leur témoignage, c'est que pour moi aussi c'est un sujet d'émerveillement, mais ça ne dit en rien ce que où chacun peut situer, enfin, cette manifestation si sensible et si étonnante à voir dans une expérience que j'ai définie à l'instant par quelque chose qu'on ne se méprenne pas. Ce n'est pas la diminuer que de dire qu'elle est marquée d'un certain nombre d'artifices. Ce n'est pas du tout une raison pour penser que le transfert est lui-même artifice. C'est bien sûr là beaucoup d'analystes s'abriteront, dirais-je, parce que la vérité, la surprise n'est jamais sans provoquer aussi un effet de terreur. S'abriter derrière la motivation artificielle du transfert pour
pour penser qu'après tout, ce n'est qu'un artifice, c'est se mettre à l'abri de quelque chose qui, on le comprend, peut paraître lourd. Parce que comme Freud, lui, enfin, ne manquait pas de le regarder en face, il n'y a aucune distinction entre le transfert et l'amour. À partir de là, commence la question. Comment, en effet, une situation d'artifice peut-elle déterminer un ordre de sentiments qui paraît un ordre aussi élevé dans l'ordre naturel que l'amour, je dois ajouter, car le transfert n'a pas que cette forme, il a aussi celui de la haine. Mais si l'analyse a démontré quelque chose, c'est le profond étroit accolement de l'amour et de la haine. J'ai, je crois, le premier essayé de ce transfert d'une façon qui motive l'ordre élevé de son phénomène. Je l'ai inscrit, la rubrique de ce que l'analyste se trouve effectivement dans l'expérience analytique occupé comme place, et je l'ai épinglé de termes qu'il faut accueillir eux-mêmes sous la réserve de cette ambiguïté dont je parlais tout à l'heure, le sujet supposé savoir. Quelle est la relation d'un sentiment tel que l'amour avec une formule de l'ordre du sujet supposé savoir? C'est assurément ce qu'il est tout à fait impossible non seulement d'expliquer, mais même seulement de faire sentir dans un aussi court entretien. C'est près du Panthéon que Jacques Lacan émigre de Sainte-Anne. L'École normale supérieure l'accueille, Althusser l'aime. La lecture que Lacan a faite de Freud le guide pour celle qu'il fait de Marx. Le renom de la grande école donne du prestige au séminaire que Jacques Lacan tiendra pendant 5 ans. À l'École normale supérieure, l'esprit règne, Lacan y introduit le corps. L'auditoire est toujours comble. Souvent, au départ, il semblait chercher sa pensée. Il demandait qu'on lui pose une question. Le silence régnait. Puis, la parole prenait son envol. On vivait des minutes prodigieuses avec le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'unique. En 1969, la faculté de droit héberge ce nomade qu'aucune instance universitaire ne reconnaît. L'esprit de 68 a marqué le monde intellectuel. Le tout Paris se bouscule. Lors des séminaires, la séduction de Jacques Lacan opère. On est pour ou contre, toujours avec passion, mais aussi avec respect. Philippe Solers. Une salle où Lacan parle ressemble vite à une assemblée de dormeurs. Comme ils ont fini par se rendre compte qu'ils n'entendaient rien, ils amènent leur magnétophone. Les micros pendent aux haut-parleurs comme les béquilles. Ils espèrent que leur tympan un jour s'ouvrira. Pour plus de sûreté, les voilà penchés sur